Saviez-vous que l'une des merveilles atmosphériques les plus courantes et à la fois les plus dangereuses, le brouillard, peut réduire la visibilité à moins de 50 mètres en un instant, causant des accidents automobiles dévastateurs qui coûtent des milliers de vies chaque année dans le monde entier et génèrent des pertes économiques de plusieurs milliards de dollars rien qu'en retards aériens et maritimes? Ce phénomène, qui enveloppe souvent les paysages d'un voile mystérieux, est bien plus que de simples nuages bas. Le brouillard et sa sœur, la brume, sont des manifestations fascinantes des principes physiques et météorologiques qui régissent notre planète. Comprendre leur science n'est pas seulement une question de curiosité, mais aussi de sécurité et d'adaptation face aux forces de la nature. Le brouillard se définit météorologiquement comme un nuage très bas qui réduit la visibilité horizontale à moins d'1 kilomètre. Lorsque la visibilité est supérieure à 1 km mais inférieure à 10 km, le phénomène est classé comme brume. Les deux sont, essentiellement, des collections de minuscules gouttelettes d'eau en suspension ou, par température extrêmement froide, des cristaux de glace qui se forment près de la surface terrestre. La différence clé entre elles réside dans cette mesure de visibilité, un seuil précis établi par l'Organisation météorologique mondiale pour classer ces événements atmosphériques qui impactent tant notre vie quotidienne. Pour comprendre comment ils se forment, nous devons d'abord comprendre le processus fondamental de la condensation. L'air que nous respirons contient toujours une certaine quantité de vapeur d'eau. La quantité maximale de vapeur d'eau que l'air peut contenir dépend directement de sa température. Plus l'air est chaud, plus il peut retenir de vapeur d'eau. Lorsque l'air se refroidit, sa capacité à retenir la vapeur d'eau diminue. S'il se refroidit suffisamment, l'excès de vapeur d'eau doit se transformer en eau liquide. Ce point de refroidissement est appelé point de rosée. Lorsque la température de l'air atteint son point de rosée, l'air devient saturé et l'humidité relative atteint 100%. Dans cet état, la vapeur d'eau commence à se condenser en petites gouttelettes d'eau liquide. Cependant, la condensation ne se produit pas à partir de rien. Elle a besoin d'une surface sur laquelle se former. Dans l'atmosphère, ces surfaces sont les particules microscopiques appelées noyaux de condensation. Ces noyaux peuvent provenir de diverses sources, y compris la poussière transportée par le vent, le pollen des plantes, les particules de sel marin, les sulfates et nitrates provenant de la pollution ou même les spores de champignons. Ils sont incroyablement petits, avec des diamètres souvent mesurés en micromètres, un millième de millimètre. Chacune de ces minuscules particules agit comme un point d'ancrage pour que les molécules de vapeur d'eau se regroupent et forment des gouttelettes d'eau liquide. Sans ces noyaux, l'air pourrait se refroidir en dessous de son point de rosée sans que le brouillard ne se forme, un état connu sous le nom de sursaturation, ce qui est rare dans l'atmosphère réelle en raison de l'abondance de ces particules. Il existe plusieurs types de brouillards, chacun formé par un mécanisme de refroidissement distinct, mais tous partagent le principe commun de refroidir l'air jusqu'à ou en dessous de son point de rosée. L'un des types les plus courants et les plus fascinants est le brouillard de rayonnement. Ce brouillard se forme typiquement les nuits claires avec des vents légers et une humidité élevée dans les basses couches de l'atmosphère. Pendant la journée, la Terre absorbe le rayonnement solaire et se réchauffe. La nuit, si le ciel est dégagé, la Terre irradie efficacement et rapidement la chaleur vers l'espace. Au fur et à mesure que la surface terrestre se refroidit, l'air immédiatement au-dessus d'elle se refroidit également par conduction. Ce refroidissement progressif fait que la température de l'air atteint son point de rosée. Des conditions de vent léger sont cruciaux car elles permettent à une couche d'air froid et saturé de se déposer près du sol sans être dispersée. Si le vent est trop fort, le brouillard ne se formera pas ou se dissipera rapidement. Les vallées et les zones basses sont particulièrement sujettes au brouillard de rayonnement, car l'air froid est plus dense et a tendance à se déposer dans les dépressions topographiques, s'accumulant et s'épaississant à mesure que le refroidissement nocturne progresse. Un exemple emblématique de brouillard de rayonnement est le célèbre brouillard Tulle qui affecte la vallée centrale de Californie, particulièrement la vallée de San Joaquin. Ce brouillard dense et persistant peut se former de la fin de l'automne au début du printemps, couvrant de vastes étendues de terre pendant des jours, voire des semaines. La vallée de San Joaquin est un immense bassin entouré de montagnes, ce qui favorise la stagnation de l'air froid et humide. L'agriculture extensive de la région contribue également à l'humidité de l'air. Le brouillard Tulle est réputé pour son extrême densité, qui réduit la visibilité à presque zéro et provoque un grand nombre d'accidents de la route, souvent des carambolages multiples sur les autoroutes inter-États comme l'Interstate 5 et la State Route 99.
Les autorités investissent des millions de dollars dans des systèmes d'avertissement pour les conducteurs, mais la vitesse à laquelle ce brouillard peut descendre et sa persistance restent un énorme défi pour la sécurité routière dans l'une des régions agricoles les plus productives du monde. Les effets économiques sont également significatifs, avec des retards dans le transport des produits et des personnes. Un autre type important est le brouillard d'advection. Ce brouillard se forme lorsque de l'air chaud et humide se déplace horizontalement ou s'advecte sur une surface beaucoup plus froide. À mesure que l'air chaud et humide passe sur la surface froide, la couche inférieure de cet air se refroidit par contact direct. Si ce refroidissement est suffisant pour amener la température de l'air à son point de rosée, le brouillard se forme. Ce type de brouillard est très courant dans les zones côtières, où l'air humide de l'océan se déplace au-dessus d'eau plus froide ou de terre froide. L'exemple le plus célèbre et le plus étudié de brouillard d'advection est sans aucun doute le brouillard de San Francisco aux États-Unis. La ville de San Francisco est située sur une péninsule, bordée par l'océan Pacifique dont les eaux sont étonnamment froides en raison de la remontée d'eau profonde. Pendant l'été, lorsque l'air intérieur de la Californie se réchauffe considérablement, une basse pression se crée, attirant l'air plus frais et humide du Pacifique vers la baie. Lorsque cet air humide et relativement chaud est advecté au-dessus des eaux froides du courant de Californie, puis au-dessus de la terre froide, le brouillard se forme rapidement et glisse à travers le détroit du Golden Gate, enveloppant le pont emblématique et une grande partie de la ville dans un manteau froid et dense. Ce brouillard, affectueusement appelé Karl par les habitants, n'est pas seulement une caractéristique distinctive de la ville, mais il modère également son climat, le maintenant frais et tempéré, même en plein été. Une bénédiction pour ses habitants, mais un défi constant pour le trafic aérien de l'aéroport international de San Francisco et la navigation dans la baie. En 1987, un cargo nommé Apex Houston s'est échoué près des côtes de San Francisco à cause du brouillard, déversant plus de 28 000 litres de pétrole et provoquant une catastrophe environnementale. De tels incidents soulignent le danger du brouillard d'advection pour la navigation. D'autres régions célèbres pour leur brouillard d'advection incluent les Grands Bancs de Terre-Neuve, à l'est du Canada. Là, l'air chaud et humide du Gulf Stream rencontre les eaux glaciales du courant du Labrador. Ce choc de température et d'humidité crée l'une des régions les plus fréquemment et densément brumeuses du monde, avec une moyenne de plus de 100 jours de brouillard par an. Cette situation a été historiquement un facteur de risque significatif pour la navigation transatlantique et la pêche dans la région et a contribué à de nombreux accidents maritimes au fil des siècles. Un cas fascinant de brouillard d'advection avec un impact positif est la Camanchaca, un brouillard côtier qui se forme dans les zones désertiques du nord du Chili et du Pérou, comme le désert d'Atacama. Ici, l'air humide provenant de l'océan Pacifique, influencé par le froid courant de Humboldt, est advecté au-dessus de la terre aride et chaude. En entrant en contact avec l'air et la surface plus froide, il se condense en brouillard. Ce brouillard, bien qu'il ne produise pas de pluie au sens conventionnel, est une source vitale d'humidité. Les communautés locales et les scientifiques ont développé des systèmes de collecte de brouillard, connus sous le nom d'attrapanieblas ou de filets capte-fer. Lure de brouillard. Ces attrapanieblas sont de grands filets qui recueillent les minuscules gouttelettes d'eau du brouillard qui s'y condensent. L'eau recueillie s'écoule dans des canaux et est stockée, fournissant une source d'eau douce pour la boisson, l'agriculture et la foresterie dans l'une des régions les plus sèches de la planète. Par exemple, dans la localité de Chungungo, au Chili, un projet réussi a été mis en place qui a fourni de l'eau à la communauté pendant des décennies en utilisant cette technique ingénieuse. Ces installations démontrent comment la compréhension de la météorologie peut mener à des solutions innovantes pour des défis environnementaux extrêmes. Passons maintenant au brouillard de pente ou brouillard orographique. Ce brouillard se forme lorsque l'air humide est forcé de s'élever le long du flanc d'une montagne ou d'une colline. À mesure que l'air monte, il se dilate et se refroidit adiabatiquement, c'est-à-dire sans échange de chaleur avec l'environnement. Si l'air se refroidit suffisamment pour atteindre son point de rosée, la vapeur d'eau se condense et forme du brouillard sur le flanc de la montagne. Ce brouillard peut couvrir le sommet d'une montagne ou une chaîne de montagnes entière, créant ce qu'on appelle une forêt de nuages dans certaines régions tropicales et subtropicales, comme au Costa Rica ou dans les Andes péruviennes. Les forêts de nuages sont des écosystèmes extraordinairement riches en biodiversité, totalement dépendants du brouillard orographique pour le rapport constant d'humidité. La végétation dense et épiphyte, comme les mousses, les fougères et les orchidées qui poussent sur les arbres, interceptent l'eau du brouillard, permettant à l'humidité de s'infiltrer lentement dans le sol et d'alimenter les ruisseaux et les rivières même en période de sécheresse.
Un exemple notable est la forêt noire en Allemagne où le brouillard de pente est une caractéristique courante apportant de l'humidité à ces denses forêts de conifères. Le brouillard orographique présente des défis pour l'aviation et la conduite sur les routes de montagne, réduisant drastiquement la visibilité sur des terrains déjà compliqués. Un autre type est le brouillard d'évaporation ou fumée de mer. Cette forme de brouillard se produit lorsque l'air très froid se déplace au-dessus d'une surface d'eau beaucoup plus chaude. À mesure que l'eau tiède s'évapore dans l'air froid et sec qui l'entoure, cet air se sature rapidement. La vapeur d'eau se condense presque immédiatement, formant un brouillard qui semble fumer au-dessus de la surface de l'eau. Ceci est courant en automne et en hiver sur les lacs et les rivières lorsque la température de l'eau est plus élevée que celle de l'air environnant. Un exemple frappant est celui que l'on observe dans les régions polaires, où l'air glacial s'écoule sur des eaux océaniques relativement plus chaudes, créant le phénomène connu sous le nom de fumée arctique. Ce type de brouillard est fréquent dans l'Arctique et l'Antarctique et peut être incroyablement dense, posant de sérieux risques pour la navigation maritime dans ces eaux déjà traîtresses. Dans les grands lacs d'Amérique du Nord, il est courant de voir du brouillard d'évaporation se former sur l'eau pendant les mois les plus froids, affectant le trafic des cargos et les opérations de pêche. Le brouillard frontal est un type de brouillard associé aux systèmes frontaux, particulièrement au front chaud. Il se forme lorsque la pluie, provenant d'une masse d'air chaude et humide qui s'élève au-dessus d'une masse d'air froid stationnaire, tombe à travers la couche d'air froid et sec près du sol. À mesure que les gouttes de pluie tombent à travers cet air plus froid, certaines d'entre elles s'évaporent, augmentant l'humidité de l'air froid jusqu'à ce qu'il atteigne son point de rosée. Ce processus sature l'air froid et provoque la formation de brouillard juste devant le front chaud. Ce brouillard peut être assez étendu et persistant, affectant de vastes zones et compliquant la visibilité pour la conduite et l'aviation. Enfin, le brouillard de glace, un type particulier qui se forme à des températures extrêmement basses, généralement inférieures à 20 degrés Celsius sous zéro. À ces températures, la vapeur d'eau ne se condense pas en gouttelettes d'eau liquide, mais se sublime directement en minuscules cristaux de glace. Ces cristaux sont si petits qu'ils restent suspendus dans l'air, créant un brouillard brillant et parfois iridescent. Il est courant dans les régions polaires et dans les zones de Sibérie ou du nord du Canada pendant l'hiver, où les températures peuvent descendre à des valeurs extrêmes. Le brouillard de glace peut être particulièrement dangereux car ces cristaux se déposent souvent sous forme de givre sur les surfaces, y compris les routes et les pistes d'atterrissage, augmentant le risque de dérapage et de glissade. Au-delà de sa formation, les caractéristiques du brouillard sont cruciales pour comprendre son impact. Les gouttelettes d'eau qui composent le brouillard sont incroyablement petites, avec un diamètre moyen d'environ 10 à 20 micromètres. Pour mettre cela en perspective, une goutte de pluie typique mesure environ 2000 micromètres, soit 100 fois plus grande. La densité du brouillard, c'est-à-dire le nombre de ces gouttelettes par unité de volume d'air, détermine à quel point il sera dense et opaque. Plus la concentration de gouttelettes est dense, plus la visibilité est faible. La visibilité réduite est, sans aucun doute, l'impact le plus direct et le plus dangereux du brouillard. Le transport est le secteur le plus touché. Dans l'aviation, le brouillard peut entraîner des retards massifs et des annulations de vol avec un coût économique énorme pour les compagnies aériennes et les passagers. Les aéroports du monde entier, comme Heathrow à Londres ou Pékin en Chine, investissent des millions de dollars dans des systèmes d'atterrissage avancés pour permettre aux avions d'opérer dans des conditions de visibilité extrêmement faibles, parfois avec seulement 50 mètres de visibilité horizontale. Ces systèmes, connus sous le nom d'ILS pour Instrument Landing System de catégorie 3, utilisent des signaux radio et la technologie radar pour guider les avions en toute sécurité vers la piste. Malgré ces avancées technologiques, les annulations dues au brouillard restent une réalité coûteuse. Une étude du département des Transports des États-Unis a estimé que les retards et les annulations de vol dues à des conditions météorologiques défavorables, y compris le brouillard, coûtent à l'économie américaine des milliards de dollars chaque année, impactant les chaînes d'approvisionnement, le tourisme et les affaires. Dans le transport maritime, le brouillard est un danger ancestral. La collision de 2956 entre le paquebot italien Andrea Doria et le cargo suédois MS Stockholm dans l'Atlantique Nord, qui a fait 51 morts, fut un exemple tragique des dangers du brouillard dense en mer.
Bien que les deux navires fussent équipés de radars, il y eut des défaillances dans l'interprétation des informations et dans la communication, ce qui mena à la catastrophe. Même à l'ère moderne, des navires équipés d'une technologie avancée peuvent subir des accidents dans le brouillard, comme la collision du navire de guerre américain USS Fitzgerald avec un porte-conteneurs en 2017 qui a coûté la vie à 7 marins. Les radars marins, les systèmes de positionnement global et les communications radio sont essentiels, mais le brouillard reste un facteur de risque pour la navigation. Les routes sont aussi le théâtre de tragédies dues au brouillard. En Espagne, par exemple, le brouillard a été un facteur contributif dans de nombreux accidents de la route, dont certains impliquant plusieurs véhicules. En 1997, une collision en chaîne sur l'autoroute AP2 près de Fraga, Huesca, a impliqué plus de 100 véhicules et a causé 6 morts et de nombreux blessés, directement attribuables à une visibilité quasi nulle due à un brouillard de rayonnement soudain et dense. Les autorités de la circulation mettent en œuvre des mesures telles que l'utilisation de feux de brouillard, la réduction de la vitesse maximale autorisée dans les zones de brouillard et des panneaux d'avertissement variables sur les autoroutes. Au-delà des transports, le brouillard a d'autres impacts. Du point de vue de la santé, le brouillard a d'autres impacts. Du point de vue de la santé, le brouillard peut aggraver les problèmes de qualité de l'air. Lorsque le brouillard se mélange à la pollution atmosphérique, le smog se forme. Le smog est un mot composé de smoke et fog en anglais et est un mélange de brouillard et de particules polluantes telles que les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre et les composés organiques volatiles. Les gouttelettes de brouillard agissent comme un milieu dans lequel ces polluants peuvent se dissoudre ou s'y adhérer, les concentrant près du sol. Cela peut entraîner de graves problèmes respiratoires, des crises d'asthme et une augmentation des maladies cardiovasculaires. L'exemple historique de smog le plus notoire fut le Grand Smog de Londres de 1952. Pendant 5 jours de décembre de cette année-là, un brouillard de rayonnement dense s'est combiné à une forte pollution de l'air, principalement due à la combustion du charbon dans les usines et les foyers. Le brouillard a agi comme un piège, empêchant les polluants de se disperser. On estime que cet événement a directement causé la mort d'au moins 4000 personnes à Londres, avec 8000 décès supplémentaires survenus dans les semaines et les mois suivants. Cette catastrophe a conduit à la mise en œuvre de la loi sur l'air pur au Royaume-Uni en 1956, une étape majeure dans la législation environnementale qui a ouvert la voie aux réglementations sur la qualité de l'air dans le monde entier. Cependant, le brouillard n'est pas seulement un phénomène de danger et de difficulté. Il présente également des aspects bénéfiques et une profonde beauté. Comme nous l'avons déjà mentionné, la collecte de l'eau de brouillard dans les régions arides est un exemple notable de la façon dont ce phénomène peut être exploité au profit de l'homme et de l'écologie. Le brouillard est également vital pour certains écosystèmes, tels que les forêts de nuages déjà mentionnées, où il fournit l'humidité nécessaire à la survie d'une biodiversité unique et luxuriante, y compris des espèces végétales et animales qui ne pourraient prospérer nulle part ailleurs. De plus, le brouillard a une grande valeur esthétique et culturelle. Il a inspiré artistes, écrivains et photographes pendant des siècles, créant des paysages mystérieux et des atmosphères évocatrices. Pensons aux œuvres d'art qui capturent l'essence d'un lever de soleil brumeux sur un lac ou la mystique d'une ville enveloppée de brouillard. Le brouillard peut transformer le familier en quelque chose de magique et d'énigmatique, invitant à la réflexion et à la contemplation. La mesure et la prévision du brouillard sont des tâches complexes pour les météorologues. Des instruments spécifiques sont utilisés pour mesurer la visibilité, tels que les transmissomètres qui envoient un faisceau lumineux à travers un certain volume d'air et mesurent la quantité de lumière qui atteint le récepteur. Moins il y a de lumière qui arrive, plus le brouillard est dense. Les séiomètres sont également utilisés pour mesurer la hauteur de la base des nuages, ce qui est crucial pour l'aviation. De plus, les stations météorologiques automatiques recueillent des données sur la température, le point de rosée, l'humidité relative et la vitesse du vent, tous des indicateurs clés pour la formation du brouillard. Malgré la technologie avancée, prédire le brouillard avec précision reste un défi. Le brouillard est un phénomène à petite échelle, ce qui signifie qu'il peut se former ou se dissiper rapidement dans une zone très localisée. De petites variations de température ou de vent peuvent avoir un impact significatif sur sa formation.
Les modèles météorologiques numériques, qui utilisent des superordinateurs pour simuler l'atmosphère, ont énormément amélioré leur capacité à prédire le brouillard, mais sa nature intrinsèquement capricieuse continue de poser des défis, notamment en ce qui concerne son apparition et sa dissipation exacte. Les météorologues ont également recours aux images satellites et radars pour suivre l'évolution du brouillard, bien que sa détection depuis l'espace puisse être difficile en raison de sa proximité avec le sol. La gestion du brouillard implique plusieurs stratégies. Pour la sécurité du trafic, des systèmes de feux anti-brouillard sont utilisés sur les véhicules et sur certaines autoroutes. Les feux arrière de brouillard, de couleur rouge intense, sont conçus pour être visibles à travers le brouillard dense, tandis que les feux avant, qui émettent généralement une lumière plus large et plus basse, aident à éclairer la route sans que la lumière ne se reflète sur les gouttelettes de brouillard elles-mêmes et n'éblouisse le conducteur. Dans les zones les plus sujettes au brouillard, des voies réversibles ou des fermetures temporaires de route sont mises en œuvre, bien que ces mesures aient un impact économique considérable. Dans les aéroports, les procédures en cas de faible visibilité sont strictes. Outre les systèmes ILS de catégorie 3 déjà mentionnés, les contrôleurs de la circulation aérienne utilisent des radars de surface et d'autres capteurs pour surveiller le mouvement des avions au sol, et les pilotes sont hautement qualifiés pour opérer dans ces conditions extrêmes. Des méthodes pour dissiper le brouillard ont été étudiées, telles que l'enseignement des nuages avec des agents chimiques ou l'utilisation de grands ventilateurs. Mais ces méthodes sont souvent coûteuses, d'une efficacité limitée et ont des impacts environnementaux potentiels, de sorte que leur application est très restreinte. La stratégie principale reste la prévention des risques par le biais d'avertissements et de la technologie de navigation. La science derrière le brouilleur et la brume est un domaine dynamique qui s'étend de la microphysique des nuages à la météorologie synoptique à grande échelle. Chaque fois que nous observons ces phénomènes, nous sommes témoins de l'interaction complexe de la température, de l'humidité, de la pression atmosphérique et des forces du vent. De dangereux brouillards tuilés à la vitale Kamanchaka, ces voiles atmosphériques sont une partie intrinsèque de notre monde, défiant et enrichissant notre expérience de la nature. Si cette immersion profonde dans la science du brouillard et de la brume a éveillé ta curiosité et t'a offert une nouvelle perspective sur le monde qui t'entoure, nous t'invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations scientifiques, mets-nous un j'aime si tu as apprécié ce voyage de connaissances et partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, s'émerveillent devant les mystères de notre planète. Tes commentaires sont très précieux pour nous. Fais-nous savoir quels autres phénomènes tu aimerais que nous explorions.